Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour, je m'appelle Elsa Pépin. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour animer cette discussion avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Bonjour Anaïs. Bonjour. Que vous connaissez certainement, qui est réalisatrice, mais aussi scénariste et écrivaine. Elle a publié en 2017 La femme qui fuit, best-seller, que je suis sûre qu'un bon nombre de vous avez lu, qui parlait de sa grand-mère, Suzanne Meloche, qui est une femme qui a quitté sa famille. Et c'est intéressant parce que le roman qu'elle nous présente cette année, Femme forêt, vous voyez la couverture ici au Marchand de Feuilles, c'est un peu son pendant, parce que c'est l'histoire d'une femme qui reste. C'est l'histoire d'une femme qui va s'enraciner, en fait, avec un groupe d'amis, avec sa famille. En fait, je dis une femme, mais on peut dire que c'est toi, Anaïs, on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. Oui. Oui, c'est une expérience très inspirée de l'expérience réelle que tu as vécue, donc pendant le confinement. Donc, ça se passe dans une maison de campagne, la Maison Bleue. Anaïs est là avec sa famille et des amis et leurs enfants. Donc, 9 adultes, 5 enfants. Et ils vont être... 4 adultes, 5 enfants. 4 adultes, 5 enfants, oui, c'est ça. C'était déjà une bonne gang, là. Ça aurait été un peu beaucoup. Et c'est à l'orée d'une forêt. Donc, c'est vraiment un récit qui est une sorte d'encyclopédie aussi de la vie végétale, de la nature. Moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du livre parce qu'on apprend plein de choses sur les plantes, donc, on peut dire que ça a été, parce que tu dis à un moment donné que en fait, tu te décris comme une touriste de la ruralité. Donc, tu connaissais pas beaucoup la vie sylvestre, si on veut. Ça a été une sorte d'initiation aussi, de te retrouver proche de la nature comme ça. Oui, bien, complètement. Mais en fait, c'est un territoire que je côtoie depuis longtemps, enfin, depuis que je suis tout petite, là. C'est une maison de campagne familiale, mais le fait d'être, donc, effectivement, quand les écoles ont fermé, les parcs ont fermé, tu sais, ils ont tiré des espèces de bandelettes jaunes comme sur les scènes de meurtre, là. Les enfants pouvaient ni sortir dans la ruelle, ni aller dans le parc. Puis à un moment donné, on s'est dit, on retourne dans cette vieille maison-là, qui est une maison un peu brinque-ballante, là, où est-ce que l'air froid rentre, puis les bébites, puis les couleuvres, puis tout ça. Mais n'empêche qu'il y a la nature autour. Puis, effectivement, c'est un territoire, c'est une maison que je connais depuis toute petite, mais en allant là pour une longue période, puis en étant forcée à une certaine immobilité, je me suis effectivement rendu compte de mon analphabétisme total par rapport à ce qui pousse, par rapport à ce qui m'entourait depuis pourtant toujours. J'étais pas capable de nommer les arbres, j'étais pas capable de nommer les plantes. Le livre est pas là-dessus, mais il y a ce constat-là à un moment donné parce que j'ai l'impression qu'une façon de me sauver de ce moment-là qui était... c'était pas tout le temps difficile, mais quand même cette proximité-là humaine à un moment donné avec les enfants très jeunes, il y avait beaucoup de vie, il y avait beaucoup de défis d'être proche de cette façon-là. Donc, finalement, c'était l'extérieur qui était ma bouffée d'air. Et cet extérieur-là, je me suis rendu compte que je le connaissais pas. Fait qu'il y a vraiment la rencontre avec ce qui pousse puis avec ce qui me redonne une puff d'air, finalement, nécessaire à la survie. Oui, je comprends. Très bien. Puis, c'est aussi un livre sur l'enracinement, surtout. Donc, tu parles beaucoup de comment être dans une famille, comment rester vivante tout en restant. On est beaucoup en tout cas depuis des décennies, on dirait que l'enracinement n'est pas très à la mode. Les familles se séparent, les individus veulent plus de liberté. Alors, c'est un peu un défi aujourd'hui de trouver des racines. Puis toi, tu les as trouvées justement en restant. C'est un défi? Bien, en fait, c'est particulier parce que, en écrivant Femme forêt, je me rendais pas nécessairement compte que c'était effectivement dans la continuité directe de La femme qui fuit. La femme qui fuit se termine par cette phrase-là qui dit « Je suis libre ensemble, moi ». Comment être libre ensemble aujourd'hui? Puis moi, c'est une phrase qui continue de m'habiter, puis je réfléchis beaucoup à ça avec les gens que j'aime autour de moi. Puis ce confinement-là, cette immobilité-là, cette proximité-là avec mes proches, je replonge aussi dans la mémoire familiale, étant issue de deux lignées d'abandonnés, c'est-à-dire que
bon, ceux qui ont lu La femme qui fuit connaissent l'histoire de ma mère, qui s'est donc fait laisser par sa propre mère, Suzanne Meloche. Mais je raconte aussi l'histoire de mon père, qui lui aussi a été quelque part abandonné. Donc, comment puis c'est pas vécu de façon tragique du tout là, quand je le raconte, mais je réfléchis à comment on fait pour effectivement être celle qui reste, celle qui cultive les liens, mais pas par dépit, pas parce qu'il faut, mais parce que c'est comme ça que j'existe, parce que ça peut être comme ça qu'on est vivante au maximum, en fait. Puis que c'est pas, que c'est pas fermer les portes sur le reste que de rester. Alors, comment on s'enracine? Comment c'est pas juste une obligation? Comment on peut être excessivement femme, excessivement libre, tout en restant? Oui, c'est très, très beau défi, très bien raconté. Mais il y a une chose intéressante aussi, qui est une sorte de paradoxe qu'on a vécu pendant la pandémie, où on était à distance du monde, mais en même temps dans une très grande proximité des gens avec qui on était. Pour certains, il y en a qui étaient seuls, mais ceux qui étaient en groupe. Et je trouve que c'est très, très beau dans ton livre parce qu'on comprend qu'il y a cette très grande proximité des proches. Finalement, c'est comme s'il fallait qu'on se remette à apprécier puis même à mieux connaître notre monde, mais rétréci. Et tu t'attardes beaucoup à tous ces petits détails minuscules dans la vie de la forêt, mais aussi de tes enfants et tout ça. Est-ce que ça a été comme un enrichissement de te rapprocher de ton monde immédiat? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion très fragile qui s'est lentement dessinée pendant cette période-là parce que, justement, l'immobilité et la proximité forcée. Puis, des fois, je dis que ce livre-là s'appelle « Femme forêt », mais j'aurais pu aussi l'appeler « Les miracles ordinaires » parce qu'il y a vraiment un moment donné où je me suis rendu compte que, finalement, on était maître de la lumière qu'on projetait sur le quotidien. On était maître de la grandeur de l'ordinaire, tu sais. Tout est dans le regard, tu sais, mais parce qu'on est avalé par la vie, on est avalé par ce rythme-là, on est avalé par les obligations, on est avalé par le quotidien qui, à un moment donné, devient bien lisse, puis ordinaire, alors que c'est pas ordinaire, tu sais. Laver le coin de la bouche de ma fille, refaire une tresse, faire l'ourlet d'un pantalon, c'est éphémère, d'abord, parce qu'on va tous mourir. Et donc, c'est extraordinaire. Et ça, pour moi, c'est de l'ordre du miracle quand on prend le temps de lui redonner la lumière qui revient à la grandeur de ce geste-là. Puis je donne ces exemples-là, mais il y en a 1000, en fait. C'est juste qu'on oublie de s'y attarder, puis moi aussi. Hein. Mais cette période de vie-là m'a comme redonné l'espèce de responsabilité intrinsèque qui nous revient. On est les maîtres de la lumière qu'on dépose sur le quotidien, en fait, et sur l'ordinaire, qui peut devenir plein de miracles ordinaires, justement. Puis je me dis, puis je dis pas que je fais ça tout le temps, mais je me dis, si on se rappelle de ce pouvoir-là qu'on a, il me semble qu'on traverse la vie d'une autre façon, tu sais. Parce que c'est ça qui s'est passé aussi, étonnamment, comme tu dis, ça nous a rapprochés de gens qu'on côtoie, mais qu'on rencontre pas nécessairement en profondeur. Puis sur le rang, dans la maison, autour de la Maison Bleue, il y a ces voisins-là que je côtoie depuis que je suis toute petite, mais sans véritablement les rencontrer. Tu sais, des gens qui ont des trajectoires de vie extraordinaires. Puis le fait d'être enraciné dans la Maison Bleue, bien, ça m'a permis d'aller les rencontrer. Donc, il y a le Clark Kent qui passe la souffleuse depuis que je suis toute petite, puis qui nous déprend du fossé, puis qui nous a sauvé la vie. C'est comme l'homme à tout faire du rang. Mais ce gars-là, il a une vie hallucinante qui est liée à plein de tragédies aussi. Puis là, j'en nomme un, mais il y en a plein dans le livre que j'ai pu rencontrer de façon plus intime pendant cette année-là. Puis ça a fait, en fait, de se déposer, ça nous a tous, moi et les enfants, placés de façon très nette devant l'imminence, et là, c'est pas tragique ce que je veux dire, mais l'imminence de notre propre mort. C'est fou parce que quand on s'arrête aussi, ça fait que tout à coup, tu es face à la condition humaine. On est de passage, donc qu'est-ce qu'on fait avec ce passage-là, tu sais? Puis, et les enfants et moi, pourtant, on était relativement protégés, mais de voir mourir des gens, on a vu mourir des gens, on a vu mourir des animaux, on a vu mourir évidemment des arbres, donc d'être relié, d'être très, très proche de tout ce qui est vivant et donc tout ce qui meurt, ça nous a
amener, nous, à constater évidemment l'évidence de notre mort prochaine sans que ce soit quelque chose de grave, mais juste que ce soit plutôt quelque chose qu'on puisse célébrer. Voilà, on est là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec cette évidence-là, tu sais? Oui, c'est très beau, cette communion avec la nature, cette espèce de réconciliation. Il y a des phrases magnifiques dans ton livre. Je vais en citer une. « Je suis comme lui, en parlant du boulot, fabriquer des mêmes atomes de carbone, d'azote et d'oxygène. Mes gènes, structurés en double hélice d'ADN, possèdent la même architecture et le même fonctionnement que les siens. » Il y a vraiment une reconnaissance de notre identité commune avec la nature dans ce livre-là. C'est vraiment fascinant et vraiment magnifique comment on a l'impression que la narratrice et les siens se fondent dans la nature. Puis il y a même un fantasme de se fondre véritablement à cette nature-là. Mais il y a quelque chose de pacifiant et de très... le verbe n'existe pas, mais je me dis qu'il faudrait peut-être l'inventer, là, humblifiant, je trouve. Ça rend humble aussi, c'est-à-dire qu'on a tout le temps une vision très anthropocentrée de nous sommes au milieu du reste. Puis à partir du moment où tu kicks là-dedans, puis tu déconstruis cette vision-là, puis que tu dis, ben non, nous sommes parmi le reste, et c'est extrêmement fragilisant et à la fois magnifique de se rendre compte de ça. Puis moi, c'est pas quelque chose que je revendiquais ou que je m'étais pas rendu compte de ça avant de traverser cette année-là de cette façon-là, en fait. De me mettre vraiment comme sur le même plancher que tout ce qui est vivant, en fait. Pas plus importante, pas moins importante que le bouleau gris ou que le vieil érable noir qui est devant la maison, puis dans lequel les enfants ils ont construit leur maison, puis cet arbre-là les a vraiment... C'était leur refuge à eux, là. Fait qu'il y a plein de... Ouais, c'est comme si dans Femme Forêt, les vivants durant, les humains, les voisins sont aussi importants que ces arbres-là ou que des animaux qui sont autour, puis c'est ça. Tu parlais tout à l'heure de la beauté ordinaire, la beauté du quotidien. Je me demandais si ça avait été difficile pour toi d'écrire sur ça, sur l'ordinaire, après avoir écrit l'histoire épique de ta grand-mère, où c'était vraiment un autre registre. Est-ce que c'était difficile pour toi de passer à ça? C'était vraiment fragilisant, dans le sens où je trouve que c'est plus difficile d'écrire sur... Oui, sur ce qui peut sembler ordinaire. C'est plus difficile d'écrire sur la douceur, sur la beauté, que sur la colère ou le courage, par exemple. Ceci dit, il y a des morts et des tragédies dans Femme Forêt aussi, mais c'est effectivement un récit de l'intime tricoté de façon beaucoup plus intérieure que La femme qui fut, qui était épique. C'était une quête et une poursuite. Là, la quête est plus, je dirais... Oui, intérieur. J'allais dire philosophique, mais ça se passe pas tant dans la tête, là. C'est vraiment comme... c'est très fragilisant parce que c'est sans doute ce que j'ai écrit de plus intime, mais en même temps, il n'y avait rien d'autre que j'avais envie d'écrire et donc que je pouvais écrire à ce moment-là. Fait il y a le risque du geste d'écriture qui dit si je vais pas là, j'irai nulle part, donc j'y vais. Mais oui, c'est sûr que c'est... Après, le choix des mots devient encore plus important parce qu'il faut vraiment... C'est comme de la dentelle dans le sens où il faut vraiment choisir les bons mots pour faire ressortir la beauté ou l'extraordinaire de cet ordinaire-là. Là. Donc, mais j'ai beaucoup aimé écrire ça. J'ai pas réussi à écrire pendant parce que vous allez voir si vous lisez le livre, je pense qu'on arrive à entendre les enfants qui crient. Puis je pense que parfois même, on arrive à sentir ce que ça pouvait sentir dans la maison, tous ces vivants-là. Puis... Mais par contre, j'ai lu beaucoup pendant. J'ai lu des philosophes, des poètes qui s'intéressent justement à ce qui pousse autour. Puis après, j'ai pu retrouver une petite alcôve pour voir qu'est-ce qui pouvait émerger de tout ça. Mais la forme est intéressante. La forme du livre, c'est vraiment des fragments. Tu disais tout à l'heure, philosophique, c'est pas tant dans la tête, mais il y a quand même vraiment une dimension philosophique parce que s'il y a des questions métaphysiques de qu'est-ce qu'on fait ici, comment vivre avec ce milieu-là, comment s'enraciner, et beaucoup de poésie. Donc, c'est vraiment c'est comme des petites vignettes, en fait, j'ai l'impression. Puis, je me demandais si c'était une forme qui s'était imposée avec le sujet, justement, d'être dans le quotidien, ou si c'est une forme qui est venue... C'est intéressant parce que en écrivant, je réfléchis pas tant que ça à la forme. Puis on m'avait beaucoup parlé de la forme de La femme qui fuit, qui était en fragments, tu sais, c'est une forme fragmentaire. Puis je me disais, c'est intéressant, j'y avais pas réfléchi, mais
c'est comme une forme qui cherche son souffle. Je me disais, c'est normal, je poursuivais ma grand-mère, donc c'était des phrases très courtes et des chapitres très courts, donc des fragments. Puis on retrouve un peu dans Femme forêt des chapitres courts et des fragments, mais je suis tout le contraire d'être en poursuite, je suis plutôt sédentaire. Puis j'ai l'impression que finalement, ça raconte plutôt la façon dont mon regard s'est déposé sur tous ces fragments de vie-là, puis comment, quand je m'arrêtais pour les faire émerger, ça pouvait pas être en mode continu, tu sais. J'étais quand même avalée par un quotidien très réglementé de vie à neuf dans une maison qui penche de tous les côtés. Mais il y avait ces petites brèches de temps-là qui me permettaient de me déposer, puis je pense que c'est ça qui a fait naître l'écriture un peu fragmentaire, dans le fond. Ouais. Et je vais citer une autre phrase par rapport aux arbres, parce que c'est trop, trop beau. Tu écris que lorsqu'un arbre devient usé et trop âgé, une extension de lui-même prend le relais et sera ensuite perpétuée par une extension de l'extension, et ainsi de suite. L'arbre est un être vivant divisible, il est un ensemble. Alors, on en a parlé de cette phrase qui était la dernière phrase de La femme qui fuit, là, dans le fond, d'être libre ensemble. Mais là, l'arbre, donc l'idée, c'est qu'il y a tout le temps une extension qui fait qu'il ne meurt jamais. Il est question de ça, de l'arbre qui est comme un peu notre aïeul à tous, parce qu'il y a des arbres qui ont des milliers d'années qui sont toujours là. Et c'est une image de la transmission aussi, très belle, qui peut... Oui, c'est une image de la transmission. C'est aussi le fait de chercher mes racines ou d'essayer de voir lesquelles, de les définir, quelles sont mes racines, comment je suis celle qui reste. Automatiquement, ça m'a conduit à élargir mon regard sur mon arbre généalogique, là, côté maternel, mais aussi côté paternel. Puis on est la suite de nos histoires personnelles. On se construit par-dessus, on construit avec. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de nous? Qu'est-ce qu'on lègue ensuite, donc, pour la suite de l'histoire, à ceux qui nous suivent? Puis cette mémoire ancestrale-là, je trouve qu'on la néglige souvent. T'sais, on avance beaucoup en vase clos sans avoir une espèce de regard sur qu'est-ce qu'il y avait avant nous, donc qu'est-ce qui nous fabrique, à petite et grande échelle. Puis je trouve que dans ce sens-là, les arbres sont un modèle dans le sens où ils peuvent pas oublier. Ils sont tout le temps en extension de là où ils sont partis, en fait. Oui, c'est un bel exemple d'enracinement. Je voulais aussi revenir sur une des petites histoires que tu as incluses dans le livre qui est tirée du recueil Dans le ventre que j'avais dirigé. C'est le récit de l'accouchement de ton deuxième enfant qui s'est passé dans un taxi. Et il s'est passé dans la voiture que mon chum conduisait. Oui, voilà, mais ça reste un char. Dans une voiture, champagne. Et donc, ce texte-là, moi, je l'avais vraiment vu comme un hommage à ton chum qui a comme été l'homme chaîne, comme tu dis, qui t'a accouché, là, puis qui a été comme vraiment solide puis présent. Et dans Femme forêt, tu parles de lui dans sa fragilité. Tu parles de lui qui frôle la dépression, ou en tout cas qui vit des moments de noirceur. Puis je trouve ça très beau parce qu'à un moment donné, il y a vraiment comme un alliage entre cette mélancolie, cette fragilité et sa force. Et c'est quelque chose, c'est comme un thème qui revient beaucoup dans le livre, qu'il n'y a pas de force sans vulnérabilité et vice-versa. Oui. Enfin, c'est intéressant que tu le déposes sur mon chum, mais j'ai l'impression que c'est pareil pour moi et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre nous. Cette période-là a comme mis en relief, je trouve, une grande part de nos vulnérabilités. En tout cas, je vais parler pour moi. Puis c'est la première fois que j'ai envie de l'habiter, cette vulnérabilité-là, puis de la faire exister, de ne pas la tasser, puis de m'installer dedans. T'sais. Puis ce séjour-là, la pandémie, puis l'écriture de ce livre-là m'a fait toucher de façon assez unique à ma part de vulnérabilité. Puis je me suis rendu compte que plus j'allais dedans, plus je l'assumais, en fait. C'est comme un négatif. Plus ma force et ma puissance émergeaient aussi. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui fait de nous des grands vivants, dans le sens où on est à la fois extrêmement fort et extrêmement vulnérable. Puis c'est en célébrant notre vulnérabilité, je pense, en l'assumant,
qu'on devient encore plus fort. En fait, je pense que c'est ça qui nous définit, puis c'est ça qui doit cohabiter. Puis je pense que ça perce dans Femmes Forêt pour mon homme, mais pour moi aussi, puis pour tous les vivants. C'est-à-dire que je pense que c'est un réflexe, c'est un mauvais réflexe de survie de kicker dans notre part de fragilité. Je pense qu'on est magnifique parce qu'on est fragile aussi, tu sais. Oui, certainement. Mais on peut aussi voir aussi que c'est un récit sur la beauté de la nature et tout, mais on en a parlé, il est aussi question de mort et de violence, parce qu'il y a une violence dans la nature, des prédations et tout ça. Mais donc, à un moment donné, vous avez des poulets. C'est pas des poulets. Des poules, c'est des poules. Elles avaient des noms. Oui, excuse-moi. Des poules, puis il y a des poules qui vont se faire donc attaquer par d'autres animaux. Fait que là, il y a comme un contact direct avec la mort, la prédation dans la nature. Puis il y a d'autres sortes de violences aussi qui sont abordées. Fait que c'est important aussi de nommer ça, qui fait aussi partie du quotidien de la nature. Oui, ben oui. On a effectivement des amours, des gens très proches de nous qui sont morts de façon très violente pendant ce moment-là. Je ne sais pas si on se serait arrêté de façon aussi enracinée devant cette tragédie-là, devant ces morts-là, qui sont évidemment à différentes échelles, là. Les poules et la famille et les voisins qui sont morts accidentellement ou volontairement ou pendant ces moments-là. Mais le fait qu'on ait été justement ensemble, immobiles, enracinés, ça a fait que ces morts-là sont venues s'inscrire en nous de façon beaucoup plus importante, je pense. Pas épeurantes, juste comme elles faisaient partie du paysage humain, elles allaient faire partie de notre vécu pour toujours, puis il fallait composer avec le fait qu'on était entouré de la mort aussi, de la vie dans son extrême, mais la mort en fait partie. Puis évidemment, nous, on le sait rationnellement, tu sais, mais il y a des fois où le corps, il reçoit puis il compute davantage, mettons. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé pendant ce moment-là. Je pense que c'est ça qui émerge dans Femmes Forêt. Puis je pense que le fait que les enfants la reçoivent aussi, puis qu'ils la questionnent, puis qu'ils comprennent qu'eux vont mourir aussi, mais ils comprennent au complet dans leur corps, et donc que moi aussi, et ceux qu'ils aiment aussi, puis donc d'être face à des questionnements d'enfants, puis à une espèce d'intégration de quelque chose qui est aussi beau, qui peut aussi être beau. C'est quelque chose à apprivoiser, puis qu'on n'est pas habitué de valser avec cette évidence-là, mais c'était très présent. Et je pense que ça reste présent dans Femmes Forêt, mais d'une belle façon, pas d'une façon tragique. Oui, c'est apprivoiser la mort qui fait partie de la vie, qui est comme une leçon difficile mais nécessaire. Il y a aussi l'exercice d'être en collectivité nouvelle, d'être 9 personnes dans une maison, de voir pas les voisins, mais d'être vraiment... je trouve ça super intéressant parce que tu dis à un moment donné, j'ai voyagé partout, j'ai vécu toutes sortes d'expériences très intenses, tu as voyagé dans des pays en développement, tu as vu des choses quand même difficiles. Mais là, d'être avec des proches, puis de vivre ça, cette expérience extrême de rester avec tous des gens, puis de découper sa liberté pour pouvoir survivre, c'est l'image que tu empruntes, puis de devoir des fois s'enfuir, c'est comme une des expériences les plus extrêmes qu'on peut vivre, en fait. Plus que des fois que de faire des trekking ou des expériences dans des... Oui, c'est clair, ça fait partie des expériences les plus intenses, les plus profondes, les plus bouleversantes que j'ai vécues, puis que les autres qui étaient sur le même plancher ont vécu aussi. Ça reste des gens que j'aime profondément, mais évidemment, il n'y a pas de zone de repli, c'est pas une grosse maison, puis il faut se faire aux sensibilités de chacun, aux règles de vie de chacun. Il y avait les classes, les enfants manquaient à l'école, donc il fallait, nous, qu'on s'improvise professeur une demi-journée par jour, chacun à sa façon. Puis ça a duré quand même très longtemps. En fait, au final, c'était presque une année complète à cet endroit-là, tous ensemble. C'est à la fois écorchant, puis à la fois, j'ai l'impression qu'on en est ressorti avec entre nous des liens encore plus forts qu'au départ. Mais c'est sûr qu'il y a, pour chacun d'entre nous, de toute façon, je pense que chaque personne ici a dû, on pourrait dire qu'il y a un avant et un après cette année-là qui vient de passer. Ça nous a tous
je pense, transformer d'une façon ou d'une autre, là, peu importe comment on a traversé ça, c'est pas terminé, mais j'ai l'impression que comme société, même mondialement, on est en train de muer, tu sais, puis on n'a pas le recul nécessaire encore pour se rendre compte de comment ça va nous avoir transformés. Je pense que il peut y avoir quelque chose de très beau malgré tout qui émerge. On n'a pas le recul nécessaire encore, mais je pense que quand même, pour vrai, il y a quelque chose de profondément lumineux et quelque chose qui peut participer à ce qui nous lie, là, comme être humain, comme espèce humaine, dans nos fleuves souterrains, là. Je pense qu'il y a ça, on peut pas le mesurer, mais j'ai l'impression quand même qu'il y aura quelque chose de beau qui va pousser par-dessus tout ça. En tout cas, ton livre est une des belles choses qui a poussé pendant la pandémie. Mais oui, je me suis dit ça en lisant le livre. Je me suis dit, toutes ces attentions qu'on a portées à notre petit monde immédiat, j'espère qu'on va pas le perdre. Puis il y en a beaucoup qui disent ça après la pandémie. J'espère qu'on va pas oublier des choses qu'on a comme retrouvées pendant cette période-là. Donc, oui, il y a sûrement des choses qu'on va avoir apprises qui vont nous amener ailleurs, comme c'est sûr. Tu as mis aussi en exergue des citations au début du livre, une de ta mère, la cinéaste Manon Barbeau. C'est toi qui la fabrique, la beauté. Et une autre de l'écrivain Romain Gary, ne dis pas forcément les choses comme elles se sont passées, mais transforme-les en légendes. Et il y a quelque chose de ça, d'hommage à l'imaginaire aussi dans ton livre, de transformer toutes ces petites histoires-là en fiction ou en grandes histoires. En grandes histoires. Ouais. Mais ça revient un petit peu à ce que je disais plus tôt par rapport au miracle de l'ordinaire, mais en fait, c'est comme de redonner du pouvoir au regard qu'on dépose sur ce qui nous entoure puis qui peut paraître tellement ordinaire. On a tendance à aller chercher l'extraordinaire partout ailleurs, moi la première. Puis je trouve qu'on a là, proche de nous, un immense pouvoir de redonner, pas nécessairement de la magie, mais de redonner beaucoup d'importance et de lumière à ce qui nous entoure, de le magnifier, en fait, sans le transformer, mais ouais. Oui, puis c'est un hommage à ta mère aussi, là, qui, elle, quand elle entend une ambulance, elle dit « Ah, il y a une femme qui accouche. » Moi, depuis que je suis tout petite, c'est ça, tu sais. Fait que pendant très longtemps, jusqu'à la fin de mon adolescence, pour moi, une ambulance, quand une ambulance passait, j'étais « Yeah, une femme qui accouche! » Puis là, je me suis rendue compte que c'est ma mère, tu sais, plutôt que de me dire « Il y a peut-être quelqu'un qui meurt, il y a peut-être un arrêt cardiaque. » Elle m'avait dit « Une ambulance, une femme qui accouche! » Fait que, tu sais, puis c'est correct, c'est comme... Il y a une phrase où je parle de mon grand-père paternel. Puis, je dis, j'ai aucun scrupule à harnacher la violence. Je fabrique ma mémoire comme je veux. Mais ça, c'est un enseignement aussi qui revient aux ambulances, tu sais, dans le sens où même si c'est pas vrai que l'ambulance s'en va pour donner une vie, c'est correct de projeter cette affaire-là là-dessus. C'est correct. On est aussi les maîtres de la façon dont on appréhende la vie puis le quotidien, en fait, et ses tragédies, tu sais. C'est vrai. Il y a aussi un truc que je voulais aborder par rapport à l'écologie, à l'environnement. Je sais que tu es engagé dans le mouvement Mères au front, qui est un mouvement de soulèvement des mères pour s'unir contre les bouleversements climatiques. Puis je me suis dit en lisant ton livre qu'il y avait quelque chose dans cette attention à la vie de la nature, à toutes ces petites choses qui étaient comme peut-être une clé pour comme, notre survie, notre combat contre ces bouleversements, de retourner voir ce qui se passe autour de nous dans les forêts plutôt que c'est-à-dire que il y a une phrase qui ressemble à ce que je vais dire, c'est-à-dire que tu sais, pour aimer les gens, il faut les aimer un par un. Là, moi, je vous aime comme groupe, mais pour vous aimer comme il faudrait que je vous aime un par un. Mais c'est un peu pareil dans la nature, c'est-à-dire que tu peux pas aimer la nature comme un gros bloc. Il faut que tu la connaisses, il faut que tu saches que lui, c'est un bouleau gris, lui, c'est un chêne, puis c'est retrouver cette petite attention-là à ce qui nous entoure qui va faire en sorte qu'on va se mettre à prendre soin. Tu ne peux pas prendre soin d'un bloc de personnes, tu peux prendre soin d'individus, puis c'est à partir du moment où tu t'intéresses à eux individuellement qui vont exister, en fait. Mais c'est pareil pour ce qui nous entoure, tu sais. Mères au front naissait d'un sentiment d'impuissance par rapport à la catastrophe climatique. Mes enfants commençaient à lire, mes enfants commençaient à décoder que ça chiait, puis qu'ils ne savaient pas quoi faire, puis ils voyaient bien que, tu
sais, moi, je faisais des films, je faisais des livres, mais pour moi, ça me semblait pas assez. Puis je me suis questionnée sur est-ce qu'on était capable de concilier la colère et la maternité? Est-ce que je peux comme aller lever un point puis protéger mon petit de l'autre parce que la maternité est souvent associée à OK, on va border, on va prendre soin, on va protéger, mais on peut aussi aller revendiquer au nom de l'amour, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment ce pouvoir-là est fort, tu sais. Quand les mères sont sorties dans la rue, à travers l'histoire, là, c'est parce qu'on était proche d'un pivot. C'est la révolution. Quand vous allez nous passer sous le corps avant de passer sur ceux de nos petits, ben, je trouve qu'au niveau de la crise climatique, c'est là qu'on est rendu. Dans Femmes Forêt, il n'y a pas de colère. C'est comme si c'est-à-dire que la revendication première, l'élan premier n'est pas de la colère, contrairement au mouvement Mères au front, qui est pour moi plus dans le militantisme. Mais il y a effectivement c'est plus drivé par un grand élan de douceur, en fait, puis de reconsidération pour ce qui nous entoure, autant les humains que ce qui pousse. Mais je pense que le pouvoir que j'ai comme autrice, c'est celui-là, justement, c'est de réussir, sans que ce soit trop volontaire, à utiliser ce que je suis capable de faire, donc des films ou des mots, pour attiser peut-être cette sensibilité-là, puis ce besoin-là qu'on a de connaître ou de côtoyer ce qui pousse autour de nous, en fait. Oui. Bien, en tout cas, c'est très réussi. Merci beaucoup, Anaïs Barbeau-Lavalette. Femme Forêt, tu vas être en séance de signature aujourd'hui. À quelle heure? Tout de suite, je pense. Tout de suite, à 11h. À midi, je pense. À midi, au Marchand de Feuilles, si vous voulez. Et puis, merci à vous. Merci. Plaisir.